Et l'info du jour nous conduit de nouveau au Proche et Moyen-Orient. Les frappes israéliennes se poursuivent au moment où je vous parle. Dans la région, au Liban, après des appels à évacuer ce matin, la ville de Tyr a de nouveau été visée en fin de matinée par des bombardements. Ce sont les images que vous apercevez à l'écran. Des habitants de cette localité millénaire du sud libanais avaient fui en masse 1 heure auparavant. Pour la première fois, le quartier chrétien de la ville s'est retrouvé englobé dans un ordre d'évacuation. Jusqu'où ira donc cette guerre que rien ne semble pouvoir arrêter, malgré les appels au calme de Donald Trump, qui a de nouveau haussé le ton en début de semaine contre Benjamin Netanyahou. Au téléphone avec le Premier ministre israélien, le président américain a redit ses lignes rouges, pas de frappe sur Beyrouth, alors qu'un accord est en train d'être conclu aussi avec l'Iran. Américain et israélien qui avait lancé le 28 février dernier l'opération Epic Fury semble désormais évoluer sur des chemins bien distincts avec des agendas politiques. Il va en être question qui leur sont propres. On décrypte tout cela aujourd'hui avec l'invité de l'info du jour, c'est Jean-Paul Chagnollo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Vous êtes professeur émérite, président d'honneur de l'IREMO. J'aimerais qu'on commence par ces images. Ce sont les plus récentes images de la ville de Tyr qu'on connaît bien, ville millénaire qui est visée par les Israéliens depuis plusieurs semaines déjà. Nouvel ordre d'évacuation donné donc ce matin avec pour nouveauté ce quartier chrétien qui s'est retrouvé englobé par la zone concernée, et donc il y a eu ces tirs tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous dit de cette guerre qui est censée, je le rappelle, être mise sur pause? Écoutez, sur le Liban, il n'y a jamais eu de pause. Tous les cessez-le-feu, notamment le dernier il y a quelques jours, est complètement bafoué. Et en plus, c'est ça que je trouve extrêmement grave, c'est que on n'est pas simplement, si j'ose dire, dans une guerre avec des bombardements, une occupation qui pourrait être provisoire avec un retrait facile d'une armée qui reviendrait sur ses bases, parce que lorsque l'armée passe, elle détruit systématiquement. On le sait, il y a déjà ce qu'ils appellent les Israéliens une zone de sécurité qui s'étend le long de la frontière israélienne et libanaise, et cette frontière, elle a conduit à ce qu'à sur 10 kilomètres, il n'y a plus de village. On doit être à 60 maintenant, villes et villages. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est des centaines de milliers d'habitants qui partent. Et quand ils partent, et s'ils se retournent, ils voient quoi? La destruction de leur village et de leur maison. C'est pas simplement une destruction ponctuelle ici ou là. C'est rasé au bulldozer. Et le ministre de la Défense israélien a clairement dit qu'ils employaient la même méthode qu'à Gaza. Bon. Et quand on prend maintenant des villes comme Tyr, déjà il y avait Binjel, qui est une ville d'environ 30 000 habitants, qui se trouve à 5 ou 10 kilomètres de la frontière, qui était un des fiefs du Hezbollah. C'est complètement rasé. Il n'y a même plus de cadastre. C'est-à-dire que les gens ne savent même plus exactement où était leur maison. Il faut quand même essayer de comprendre ce que ça signifie. Et maintenant, il y a Tyr. Tyr, c'est une ville importante au bord de la mer. Qu'on aperçoit derrière vous. Voilà, qui doit faire 40 ou 50 000 habitants minimum, avec des quartiers différents, dont des quartiers chrétiens. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, une évacuation forcée? Ça veut dire qu'on arrache toute une population de ces maisons. Et qu'est-ce qui va advenir de la ville de Tyr? C'est une question vraiment très importante. Est-ce qu'elle va être en partie détruite aussi? Et quand vous dites évacuation, moi je traduis ça en termes juridiques. Je n'aime pas le terme d'évacuation car c'est effectivement le bon, mais en Ordre même temps. d'évacuation qui sont donnés par les Israéliens. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, ordre d'évacuation, ça veut dire en fait, vous partez ou sinon vous allez mourir parce qu'on va bombarder. Ça veut dire quelque part on n'a pas le choix, c'est ça, ou mourir. Et en droit international, on pourrait en faire une analyse qui conduirait à des transferts forcés de population. Donc il y a une vraie question juridique extrêmement importante, même si aujourd'hui, malheureusement, le droit international, on a trop tendance à l'oublier, mais il faut le rappeler justement, parce qu'on a tendance à l'oublier, et on ne peut pas comme ça décider de la vie des gens. Et j'en présente, et je disais des centaines de milliers, mais dernier chiffre que j'ai vu globalement, entre ceux qui sont partis, ceux qui vont partir et ceux qui ne pourront pas revenir, on est à plus d'1 million de personnes sur une population libanaise qui est de l'ordre de 5 millions d'habitants à peu près. Donc on voit l'ampleur, et pour l'instant les grandes victimes, enfin il y a beaucoup de victimes dans ce conflit évidemment, mais le peuple libanais l'est tout particulièrement, parce qu'on pense à un cessez-le-feu en Iran, mais malheureusement il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Le feu n'a jamais cessé effectivement voilà, au Liban le mot voisin. cessez-le-feu il doit être banni s'agissant. Il y a eu 2 cessez-le-feu au Liban et aucun n'a été respecté. On est en direct avec Noga Tarnopolski, qui est notre correspondante à Jérusalem. J'aimerais qu'elle réagisse, Noga, bonjour, à ces frappes donc, israéliennes qui ont été menées il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est la dernière information en date sur la ville de Tyr. Israël qui poursuit selon ses plans, malgré la cessation des hostilités. Comment cela vous est raconté en Israël ? En Israël, la population en général ne croit pas du tout en ce cessez-le-feu, un peu comme la population du Liban, il faut le dire. Les frappes
du Hezbollah contre des soldats israéliens qui sont au sud du Liban et des communautés israéliennes sur la frontière du Nord n'ont pas arrêté. Il faut dire que l'intensité de ces lancements de missiles ou de drones s'est baissée ces derniers jours, ce dernier jour, mais ça continue et de la même façon, les frappes israéliennes bien plus puissantes au sud du Liban. L'armée israélienne décrit ces actuations toujours avec la même phrase qu'elle essaye d'atteindre de l'infrastructure de l'organisation terroriste du Hezbollah. Évidemment, il y a énormément de dégâts autour de cela. Merci Noga, restez avec nous parce qu'on va aborder ensemble dans quelques instants l'agenda politique évidemment du gouvernement israélien, tout comme l'agenda politique des Américains, parce que tout ça explique aussi les décisions qui sont prises en ce moment. J'aimerais qu'on voit quelques images parce que hier, à la même heure, on commentait la reprise des hostilités très fortes et assez inédites depuis l'instauration du cessez-le-feu en avril dernier. Reprise des hostilités entre Israéliens et Iraniens. Entre-temps, Donald Trump s'est réveillé, a appelé chacun des deux camps à faire taire leurs armes. Depuis, c'est un fragile, un précaire, un cessez-le-feu précaire qui règne dans la région. Explication, regardez. Va-t-il enfin obtenir le règlement du conflit dans lequel, selon ses critiques, il s'est embourbé aux côtés d'Israël? Nous avons des négociations en cours avec l'Iran et nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très très bon accord qui n'autorisera en aucun cas les armes nucléaires et le détroit d'Ormuz s'ouvrira immédiatement dès la signature qui pourrait avoir lieu dans 2 ou 3 jours. Hier lundi, et pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu 2 mois plus tôt, l'Iran et Israël se sont mutuellement visés par missiles interposés. Des missiles interceptés par le dôme de fer israélien, mais qui ont trouvé plusieurs fois leur cible en Iran, notamment sur une centrale à Machar dans le sud du pays et sur des cibles militaires dans le centre et le nord. Ce sont les Iraniens qui avaient commencé les hostilités en réponse, selon eux, aux bombardements israéliens au Liban contre leurs alliés du Hezbollah. Les deux parties ont cessé le feu après des demandes répétées du président américain, tout en continuant à se menacer. Si ce régime terroriste commet l'erreur de reprendre ses attaques contre nous, nous répondrons avec toute notre force. Si les agressions et les actes malveillants se poursuivaient, notamment dans le sud du Liban, des mesures bien plus sévères et plus écrasantes s'ensuivraient. Le Pakistan, médiateur dans ce conflit, insiste, comme Donald Trump, sur le fait qu'un accord est sur le point d'être conclu. Ce mardi, le chef de l'armée libanaise, acteur essentiel face au Hezbollah, a été reçu par son homologue pakistanais. Bon, depuis le début de ce conflit, on assiste toujours à la même chose. C'est un peu récit contre récit, rhétorique contre rhétorique. Là, on vient de le voir assez clairement. Chacun accuse l'autre d'être à l'origine des représailles, finalement. En fait, on est dans cette logique qui est parfaitement circulaire, quoi, finalement, comme vous le dites. Et on ne pense véritablement qu'en termes de force. Et c'est ça le problème. C'est que pour l'instant, chacun veut montrer les muscles et toute cette affaire, au fond, elle est d'emblée vouée à l'échec. Je veux dire, dès le 28 février, parce que qu'est-ce que ça voulait dire? On veut régler des questions politiques, j'insiste toujours là-dessus, mais on veut régler des questions politiques de grande ampleur, de vraies questions politiques, uniquement par la force armée, sans aucun horizon politique. Eh bien, la preuve a été faite au cours de ces semaines terribles que ça ne mène à rien, comme on le savait dans d'autres affaires. Si on prend bien d'autres conflits, je ne vais pas remonter au Vietnam, enfin, on pourrait prendre l'Afghanistan, on pourrait prendre bien d'autres pays, et on ne règle jamais ça. Et donc, avec des arguments humanitaires, pardon, je me permets de l'ajouter, mais il y avait des arguments humanitaires au départ. On est prêté main forte, on venait aider la population iranienne, ça a totalement disparu. Mais ça, c'était une hypocrisie absolue. C'était une forme de justification parfaitement artificielle. C'était au moment du 8 et 9 janvier où il y a eu ces massacres d'une partie de la population, de milliers d'Iraniens qui protestaient contre le gouvernement. Et il y a eu effectivement ce mot terrible lancé par Trump, on va vous aider. Enfin, c'était une hypocrisie totale. Les Américains n'avaient rien à faire en Iran, bien entendu. Et maintenant,
mais ils le savent et ils sont complètement coincés. On a dit et répété à quel point qu'ils étaient piégés. Je crois que la vraie question, c'est maintenant de sortir très rapidement de ce conflit. Et quand on va sortir de ce conflit, on va voir l'accord en question. Et l'accord, à mon avis, il sera très en retrait par rapport à ce qu'a été l'accord de 2015 sur le nucléaire, par exemple. Donc on est vraiment dans une situation où, une fois encore, on voit que si on ne pense qu'en termes de force armée, on n'aboutit à rien, si ce n'est à des souffrances, à des ruines. Et finalement, on aggrave les choses. Si on prend la question libanaise aujourd'hui, désarmer le Hezbollah, c'est une vraie question, la question du Hezbollah. Bon, mais qu'est-ce qu'on... Qui n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle en plus. Mais est-ce que vous pensez une seconde qu'on peut régler le désarmement du Hezbollah par la guerre? Étant dans la guerre, il ne va jamais désarmer, c'est évident. Donc il faut trouver une autre configuration. Surtout que le Hezbollah a des soutiens aujourd'hui. Bien on sûr, a vu et les ça, Iraniens entrer en scène d'une de nouveau certaine hier. manière, cette affaire l'a renforcée. D'une certaine manière, les liens entre l'Iran et le Hezbollah sont aujourd'hui, on verra demain, mais aujourd'hui renforcés. Donc on est exactement à l'inverse de ce qu'on souhaitait faire. C'est intéressant ce que vous dites. Depuis le 28 février, les liens entre le Hezbollah et l'Iran se sont renforcés. On a cru à par endroits et par moments qu'il y avait une chance d'une fracture. C'est pas le cas là, c'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Si on essaie de résumer les choses un peu, enfin une des hypothèses, on a voulu régler la question par la puissance armée. Au bout de 3 mois, on s'aperçoit qu'elle n'a rien donné. Eh bien, non seulement elle n'a rien donné, mais elle a inversé les rapports. Puisqu'à partir du moment où la puissance armée ou la force armée n'a rien donné, ça veut dire que ceux qu'on voulait détruire, qu'on voulait les faire en sorte qu'il y ait une reddition, ils ne se sont pas rendus, bien au contraire. Et maintenant, ils sont en position de force. Et je crois que c'est ça. Quand vous commencez un conflit, juste encore un mot, en tuant vos adversaires, les responsables iraniens, les responsables du Hezbollah, eh bien, ça veut dire que vous voulez leur reddition, que vous voulez pas organiser une vraie négociation politique. Eh bien, finalement, on arrive dans une impasse et on est bien obligé de reprendre les choses autrement. Et comme ils ont résisté, eh bien, d'une certaine manière, ils ont gagné, quoi. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, l'acteur important dans cette configuration tripartite, le Liban, Israël, les États-Unis et puis évidemment l'Iran, bah, c'est les Iraniens qui sont en position de force aujourd'hui, manifestement. Le Hezbollah a justement appelé ce matin les autorités libanaises à rétablir de bonnes relations avec l'Iran et à tirer profit de son soutien, je le cite, après que Téhéran, hier, ait de nouveau bombardé, frappé Israël en riposte à une frappe sur Beyrouth. Oui. On est en plein dedans, là. Mais il faut ajouter aussi que ce que je dis sur le Hezbollah, ce n'est pas vrai pour les Libanais, parce que beaucoup de Libanais sont désespérés de cette affaire. Ils se sentent vraiment en très grande difficulté. Beaucoup sont très hostiles au Hezbollah, essentiellement hors de la communauté chiite, même sans doute un peu dans la communauté chiite, mais globalement, on connaît l'hétérogénéité qui fait sa richesse aussi de la population libanaise. Donc il y a aussi, on est en train de déstabiliser le Liban, c'est ça que je veux dire aussi. Alors j'aimerais qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui et qu'on parle des agendas politiques des uns et des autres. On sait que ça motive évidemment les décisions qui sont prises. L'agenda américain, on le connaît, on le répète depuis maintenant plusieurs mois, ce sont les élections de mi-mandat, les midterms qui vont avoir lieu en novembre. Les Israéliens ont à peu près la même échéance. Il y a des élections législatives qui vont arriver et au mesure que le temps avance, qu'on avance en tout cas nous dans le temps, on a le sentiment de cette fracture qui se renforce entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Ça a fait sortir de ses gonds Trump hier, qui a décroché le téléphone pour parler au Premier ministre israélien pour lui dire « Stop, maintenant ça suffit, on fait taire les armes ». Mais en fait, cette divergence assez fondamentale que vous évoquez, elle existe dès le 27 février, je veux dire la veille du début de la guerre, le 28. C'est-à-dire qu'en fait, autant les Israéliens, on l'a dit, répété, Netanyahou en particulier avait un agenda précis. En fait, il voulait en finir avec le régime iranien et évidemment avec la question du nucléaire militaire. Mais les Américains n'avaient, je le répète, aucune raison d'y aller. Vous vous souvenez de cet article du New York Times qui expliquait comment, en fait, Netanyahou avait enfin réussi à convaincre un président américain. Tous les autres avaient refusé de se lancer dans cette aventure. Trump y a été, et aujourd'hui, il s'en mord les doigts, bien entendu. C'est ça. Donc la divergence, elle existait au départ. Sauf aujourd'hui, elle est criante. Alors il fait tout à fait des gesticulations pour essayer de dire « j'ai tout réglé ». En fait, il est coincé, et je le répète, le problème, c'est qu'il risque de pouvoir négocier, mais à minima pour sortir de là. Il lui faut quelque chose pour sortir, et à mon avis, même si c'est à minima par rapport à l'accord de 2015 qu'il avait déchiré en 2018, il va le prendre pour en sortir. Il y a les midterms, il y a le fait que cette guerre aux États-Unis est complètement impopulaire depuis le début, donc il est évident. Et puis il y a aussi des questions très concrètes, militaires, stratégiques, car au fond, tout ce qui se passe par rapport à cette guerre d'Iran affaiblit l'armée américaine sur d'autres fronts. Et puis, globalement, la crédibilité américaine, avec tout ce que peut dire Trump, a été très largement affectée. Donc il faut qu'il sorte de là, alors que les Israéliens voudraient aller plus loin, parce qu'ils n'ont pas d'autre horizon que
le rapport de force. Est-ce qu'il est prêt à tout, Trump, pour ses propres intérêts? Je connais à peu près votre réponse, mais est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au vrai clash avec les Israéliens, ce qui serait quand même une sacrée étape? L'allié israélien de tout temps, on l'a toujours vu aux côtés Surtout de l'américain. On sent qu'on est à un fil d'un basculement, d'un Un changement. basculement, je dirais un basculement relatif, parce que je ne pense pas que les États-Unis jamais, et encore moins Trump, ne vont lâcher Israël. Mais c'est vrai que là, la divergence est évidente, elle est patente, elle est fondamentale, parce que justement, les intérêts s'entrechoquent là. Et Trump a absolument besoin de sortir de cette guerre dans laquelle, il l'a peut-être compris maintenant, il n'aurait jamais dû s'investir, bien entendu. Ils sont perdants dans cette affaire, les Américains, sur tous les plans. Et ce sont les Iraniens qui, enfin en tout cas le régime iranien, qui aujourd'hui, on verra pour demain, c'est peut-être plus compliqué, mais qui aujourd'hui sort renforcé. C'est eux qui dictent l'agenda. Les Pakistanais essaient d'avancer dans les négociations, mais les Iraniens veulent imposer un certain nombre de points dont ne veulent pas les Américains. On voit bien qu'il y a vraiment aujourd'hui une évolution très importante. Quant aux Israéliens, effectivement, il y a cette élection qui arrive, mais il faut bien comprendre que sur la question du Hezbollah, sur la question de l'Iran, il est clair qu'il y a une très large majorité en Israël, toutes parties confondues, qui sont pour la guerre contre le Hezbollah, pour la guerre en Iran. Il ne faut pas oublier ça. On va aller demander justement à Noga ce qu'il en est aujourd'hui. Quel est le sentiment des Israéliens sur place? On rappelait ces échéances, Noga politique, l'agenda politique de Donald Trump, de Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Jean-Paul Chagnolo nous disait à l'instant, les Israéliens soutiennent cette opération. C'était le cas au début. Est-ce que c'est toujours autant le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une lassitude dans le temps? Peut-être. En Israël démontre une réalité un peu plus nuancée que ça, où les Israéliens, quand on leur pose la question sur s'ils veulent se battre pour se promettre la sécurité de leurs frontières, disent dans leur grande majorité oui. Exactement. Mais quand on leur pose les questions plus particulières, par exemple, est-ce que vous soutenez continuer la guerre au Liban? Ou la même question pour Gaza, les réponses sont bien plus basses. Et ce qu'on voit, c'est presque l'effondrement de la confiance du peuple en sa dirigeance. Et on voit aussi de l'autre côté de l'homme politique, de Netanyahou, qui est vraiment l'homme politique le plus dominant de l'Israël, je crois, dans son histoire, qui prévoit des élections dans les prochains 3 ou 4 mois et qui n'a pas pu montrer pour le moment aux Israéliens aucune victoire sur aucun des fronts de cette longue guerre. Aujourd'hui, on a vécu un moment très particulier. Le scandale du jour en Israël, c'est la première pub de cette campagne électorale qui a été postée par Netanyahou, qui est, voilà, on la voit sur l'écran, une publicité ouvertement raciste. Le seul message de cette vidéo, il y en a plusieurs, est que son opposant, Gadi Eisenkot, ne pourra pas former un gouvernement sans les Arabes. Et voilà, c'est déjà devenu le scandale en Israël, tout le monde en parle, je ne sais pas si pour le bien ou pour le mal, mais on voit certainement un Premier ministre qui craint perdre des élections et qui essaye dès le début de faire un argument raciste et pas un argument sur la sécurité, la diplomatie ou même une posture politique. Merci Noga, ça donne le ton, Jean-Paul Chagnolo, Oui. Ce important, slogan ce qui vient de d'être campagne. dit, oui. Là, on est Oui. en train de franchir des lignes, là aussi, Mais en on Israël. est en train de continuer à franchir des lignes, parce qu'en fait, c'est pas nouveau. Je vais entendre un peu, merci. Pardon? Allez-y, allez-y. Non, donc oui, on continue à franchir des lignes. Souvenons-nous par exemple du vote de la Knesset récemment sur la peine de mort pour les Palestiniens des territoires occupés, seulement pour les Palestiniens. C'est aussi on a franchi une ligne en faisant ça. Donc on a franchi beaucoup de lignes et c'est vrai qu'il y a une radicalisation très importante de la société israélienne et en tout cas d'une grande fraction de la société israélienne. On La verra. société ou du gouvernement israélien? Parce que là, on parle de politique. Mais le gouvernement est très représentatif. Il faut quand même pas l'oublier que la Knesset est un miroir de la société israélienne. Hein. C'est à la proportionnelle. Donc, en fait, les courants que l'on voit aujourd'hui qui sont dominants, ils ont été élus, ils sont très représentatifs, c'est très démocratique de ce point de vue-là. Mais si on prend les choses à la base, en fait, Netanyahou s'est lancé dans cette affaire avec sa coalition, avec une seule idée. Nous allons imposer la reddition à tous nos adversaires, aux Palestiniens, au Hezbollah, aux Iraniens.
Le résultat, après toute cette guerre qui dure depuis 30 mois, si on prend depuis le début, depuis le 8 octobre 2023, eh bien, qu'est-ce que c'est? La question palestinienne n'a jamais été aussi, dans une situation aussi dramatique. Elle est en aucun cas réglée. Elle est là. La colonisation va conduire à des réactions très violentes. Ça, c'est pour les Palestiniens. Le Hezbollah, on l'a évoqué tout à l'heure, évidemment, il ne va pas être désarmé. Il risque de même d'être renforcé. Quant aux Iraniens, on en a parlé. Ils sont en situation de force. Ils vont sans doute négocier d'abord sur les détroits. Et ils vont sans doute peu lâcher sur le nucléaire militaire. Donc on voit bien que cette idée... On n'y est pas encore, hein, d'ailleurs. Hein. On ne cesse de nous dire c'est imminent, c'est imminent, mais ça dure. Si on prend les trois fronts palestiniens, libanais, iraniens, après 30 mois de guerre, je reprends depuis le 8 octobre, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a aggravé tous les problèmes, les choses sont plus compliquées qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on s'est lancé dans une aventure militaire, uniquement militaire, sans aucun horizon politique, sans dire nous sommes prêts à tel ou tel compromis. Et le premier de ces compromis, et je m'arrête là, ça serait de dire nous acceptons, ça c'est à la racine de tout, l'idée, par exemple, que proposait la déclaration de New York aux Nations Unies en septembre 2025, c'est-à-dire un chemin vers une solution à 2 États qui ferait qu'il y aurait un État palestinien et que par conséquent, on pourrait, par des compromis politiques fondamentaux, par des compromis historiques, régler toutes ces questions. Or ça, on n'en a pas voulu. On a pensé que seule la force pouvait régler les choses. Voilà le résultat. Vous me tendez une perche. Aujourd'hui, une commission mandatée par l'ONU alerte justement sur la situation des Palestiniens. Les Palestiniens aujourd'hui pris en étau entre des colons israéliens bien sûr. Poussés par ce gouvernement israélien et le Hamas aujourd'hui qui est toujours là. Le Hamas est toujours là. Et ce qui s'est passé il y a encore quelques jours, Netanyahou, vous savez que dans le plan Trump, qui est pour l'instant totalement oublié, il y avait environ 50% de Gaza qui était sous occupation par l'armée israélienne. Et 50%, c'est-à-dire qu'on a entassé les 2 millions de Gazaouis dans une petite partie, la moitié. Or, qu'est-ce qu'a dit Netanyahou il y a quelques jours? On est passé à l'objectif de 70% de Voilà, c'est ça, je voulais en venir à ça. Je veux maintenant qu'on occupe 70%. Mais quel est le sens de ça? Ça veut dire qu'il va rester 30% pour 2 millions de Palestiniens. Est-ce que c'est comme ça qu'on va régler la question palestinienne? On va créer davantage de souffrance. Ils vivent dans des conditions épouvantables. Ils n'ont même pas les éléments les plus fondamentaux en termes d'hygiène, parce que les produits n'arrivent même pas sur le plan d'hygiène. Ils se battent contre les rats, contre des poules, des choses comme ça. Bref. Et il veut encore écraser les 2 millions en les réduisant à 30% du territoire. On voit bien que ça ne peut conduire qu'à quoi? Eh bien qu'à un désastre à tous égards. Et ça va retomber évidemment sur Israël, sans parler évidemment de l'image d'Israël qui a très largement été remise en question, et en particulier dans les jeunesses. Je pense aux jeunesses américaines, par exemple. On a vu ce qui s'est passé dans les campus. Il faut que les Israéliens se ressaisissent et pensent en termes politiques et pas simplement en termes de force armée. Alors justement, Jean-Paul Chagnono, je vais vous poser la même question que je vous pose à chaque fois en fin d'émission. Quelle issue possible après tout ce qu'on vient de dire juste avant? On parle de la réponse politique possible. Il y a plusieurs réponses qui vont être données par les peuples américains et israéliens bientôt. Ça peut venir de là? Moi, je pense que, malheureusement, je suis assez sceptique sur ce qui va se passer dans les élections israéliennes pour la raison que j'ai dit. Si c'est Naftali Bennett qui arrive au pouvoir, je ne pense pas que les choses soient fondamentalement différentes. Mais en un mot, je répète cette déclaration de New York que tout le monde a oubliée, qui est un chemin politique global vers la paix au Moyen-Orient. C'est ce chemin qu'il faut entreprendre. Envoyer les militaires, ça ne servira jamais à rien, si ce n'est à tout ce que j'ai évoqué en termes de souffrance et d'humiliation. Et par conséquent, on va créer des terreaux de violence, car bien entendu, ça va revenir d'une certaine manière. Les millions de Palestiniens qui sont aujourd'hui dans l'humiliation, qui n'ont pas d'autre choix que se taire aujourd'hui, pensez-vous que la prochaine génération sera dans la paix, dans l'apaisement? Au contraire, il sera dans la volonté d'une résistance. Et donc, on est dans une séquence qui provoque et prépare des séquences de violence. Si on ne prend pas, et c'est urgent, un chemin véritable vers le politique. Et je dirais, en un mot, un compromis historique. C'est un compromis historique qui peut sauver le Moyen-Orient aujourd'hui. Ce n'est pas recharger, reprendre les armes et aller attaquer telle ou telle ville. C'est une absurdité totale, ça. Merci pour le message de la conclusion. Jean-Paul Chagnono, qui était l'invité de l'Info du jour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure.